Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle je vais essayer de répondre à une question vraiment capitale dans le milieu de la finance, mais aussi dans le monde de l'investissement des particuliers. C'est pourquoi autant de gérants de fonds sous-performent leur indice de référence, sous-performent la bourse, tout simplement. Parce que les statistiques sont là, vous pouvez les retrouver sur le site de Standard & Poor's. Si vous tapez SPIVA, S-P-I-V-A, vous allez voir que sur un horizon de 10 ans, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, 92% des fonds sous-performent la bourse. 92%, c'est vraiment pas négligeable. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, pour moi à tort, qui vont directement prendre cette statistique et vont dire les gérants de fonds ne savent pas bien gérer l'argent, donc il faut être en gestion passive. En fait, ça va un peu plus loin que ça. C'est comme les gérants de fonds n'arrivent pas à surperformer le marché, vous en tant que particulier, vous n'allez bien sûr pas y arriver, donc il faut absolument être en ETF et en gestion passive. Je suis d'accord avec la première partie, avec les faits statistiques, c'est-à-dire que la plupart des gérants sous-performent leur indice de référence, mais je ne suis pas d'accord avec la fin, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas faire de stock picking parce que vous n'arriverez jamais à battre le marché. Pourquoi ? Avant de parler de l'étude, parce que j'ai changé un peu d'avis avec l'étude dont je vais vous parler aujourd'hui, avant cette étude, si vous m'aviez demandé pourquoi est-ce que la plupart des fonds sous-performent leur indice, je vous aurais donné deux choses. Je vous aurais dit les frais, évidemment. Si vous prenez 1 à 2% de frais par an, ça veut dire qu'il faut que vous ayez un alpha, une surperformance qui soit au moins de ce niveau-là pour pouvoir battre le marché en performance nette. Et en deuxième, les biais cognitifs, parce que les gérants de fonds sont humains et donc ils sont impactés par tous les biais cognitifs qui nous font perdre de l'argent en bourse, notamment très fréquent dans les fonds, l'effet de foule, le comportement moutonnier qui fait que les gérants de fonds ne veulent pas rater la dernière mode du moment, mais c'est aussi ce qui est demandé par les clients. Aujourd'hui, les clients et les gérants de fonds veulent être investis dans l'IA parce que c'est ça qui a le vent en poupe. Il y a 2 ans, c'était les énergies renouvelables, 2-3 ans, donc qui se sont effondrés, qui ont perdu 50% en bourse, enfin pas toutes, mais une grande partie. Et encore auparavant, c'était autre chose, etc. Donc ils sautent de mode en mode, ce qui leur fait perdre beaucoup d'argent. Il y a aussi l'aversion au risque, évidemment, qui leur fait vendre leurs titres gagnants trop tôt, ce qui fait que globalement, les gérants de fonds ont un turnover trop élevé, alors que pour avoir un portefeuille qui réussisse, il faut garder ses gagnants le plus longtemps possible. Voilà, il y a plein d'effets, de biais cognitifs donc, qui faisaient perdre de l'argent aux gérants de fonds, ce qui fait que si vous êtes un particulier, puisque vous n'avez pas de frais, puisque vous gérez vos titres en direct, très peu de frais, le moins de frais possible, et puis si vous êtes discipliné, que vous faites le boulot de trouver des bonnes valeurs sans être influencé par ces biais, il n'est pas si difficile que ça de battre le marché. Ce qui est difficile, c'est d'avoir la discipline et de faire le boulot. Mais si vous avez la discipline et que vous faites le boulot de sélectionner des belles valeurs, alors ce n'est pas si compliqué. C'est difficile, mais c'est possible de battre le marché, à nouveau, contrairement à tous ceux qui vont prêcher la gestion active, les ETF à tout le monde. Mais je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle étude, nouvelle, elle date de 2021, mais une étude qui explique le facteur principal, qui explique pourquoi les gérants de fonds ne sous-performent le marché. Et vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Et la raison principale, c'est le fait, tout simplement, qu'ils ont trop d'actions en portefeuille. Et ce qu'ils expliquent dans l'étude, c'est que si vous discutez avec un gérant professionnel, il va vous parler vraiment avec beaucoup d'enthousiasme d'une action qu'il a en portefeuille et sur laquelle il a une forte conviction. Il pourrait vous en parler pendant des heures, etc. Il pourrait probablement faire la même chose avec ses 10 premières positions, mais si vous l'interrogez sur la 30e position de son fonds ou sur la 50e position de son fonds, son discours va être très différent, il connaîtra bien moins le dossier et puis surtout sa conviction sera beaucoup moins forte. Et selon les chercheurs de l'étude, la plupart des gérants de fonds interrogés expliquent qu'ils n'ont réellement que 10 à 20 convictions et que le reste des titres ne servent qu'à compléter le portefeuille. Ils ont donc essayé de déterminer pour chaque fonds les plus fortes convictions. Alors, pour information, ils n'ont pas juste pris les premières positions du portefeuille, ils sont allés un petit peu plus loin, mais par approximation, on va dire qu'ils ont pris donc les premières positions de chaque fonds. Alors, au niveau des données, comme souvent, malheureusement, l'étude se concentre uniquement sur des fonds de placement américains, avec au moins 5 millions de dollars sous gestion, et c'est sur la période 1983-2018. Alors, la première chose que j'ai eu envie de regarder, c'est évidemment combien est-ce qu'il y a de positions par fonds en moyenne. En 1983, la moyenne était de 65 positions par fonds, mais ça a augmenté graduellement avec le temps. On est passé à 67 positions en 90, 92 en 1995, après 115 en 2000, etc., jusqu'à 165 positions en 2018. Et ça m'a vraiment choqué, parce qu'avec 165 titres, il est quasiment impossible de battre le marché. Donc si vous rajoutez, comme je le disais, les frais et puis un peu de biais cognitifs, c'est vraiment très très compliqué de battre le marché. Donc
Là, j'ai déjà ma réponse de pourquoi les fonds sous-performent, c'est qu'il y a trop de titres. Et puis voilà, trop de titres, donc si vous rajoutez les frais, ce n'est pas possible. Mais heureusement, l'étude ne s'arrête pas là. Il se focalise ensuite sur les 25% des fonds les meilleurs. Pourquoi ils font ça? Ils expliquent qu'en fait, la plupart des fonds sont quasiment des fonds passifs dans le sens où ils sont très très proches de leur indice de référence. C'est souvent ce qui est reproché à beaucoup de gérants de fonds. Ils sont averses au risque. Ce qu'ils veulent surtout, c'est pas perdre des actifs sous gestion. Et pour pas perdre des actifs sous gestion, c'est pas grave s'ils font à peu près comme le marché. Ce qu'il faut pas, c'est qu'ils sous-performent trop. Donc la plupart copient le marché et n'ont pas réellement de conviction. Donc dans cette étude qui va étudier la valeur des premières positions du portefeuille, c'est pas très logique de prendre des fonds qui suivent le marché. Donc ils ont enlevé les 75% des fonds qui sont les moins performants par rapport au marché. Alors vous pouvez vous dire oui, mais les 25% qui restent vont forcément battre le marché. Ben non, parce que je vous ai expliqué qu'il n'y a que 8% des fonds dans la durée qui battent le marché. Mais donc c'est important de garder en tête qu'on parle des 25% des fonds qui, eux, vont avoir des vraies convictions, qui vont se détacher un peu des indices. Ils ont calculé qu'en moyenne, la première conviction représente à peu près 10% du portefeuille. Donc ça, c'est assez logique, assez standard, et peut-être que vous avez ça aussi dans votre portefeuille. Ensuite, les 5 premières positions représentent entre 23 et 28% en fonction des mois et des années du portefeuille. Là aussi, c'est relativement classique. Ensuite, ils ont regardé si la première conviction du fonds, sa meilleure idée, comme ils l'appellent, est-ce qu'elle est unique ou est-ce qu'elle est partagée avec d'autres fonds. On est en moyenne à 70% de cas où la conviction du fonds est unique. Et c'est pour ça que c'est important qu'ils aient pris uniquement les 25 meilleurs fonds, parce que si vous regardez la totalité des fonds, la plus grosse conviction, en général, elle peut être trop partagée. Donc on a finalement des convictions qui sont réellement des convictions. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on voit que ce chiffre, il baisse avec le temps, c'est-à-dire qu'on passe de 90% en 83 à 65% à 2018, mais c'est à mettre en parallèle avec le nombre de fonds étudiés qui passe de 67 à 414. Bon, je vais arrêter de tourner autour du pot. La vraie question, c'est est-ce que les plus fortes convictions des fonds surperforment le marché? Et la réponse est oui. Les meilleures idées des managers battent le marché de 2,8 à 4,5% par an. Les chercheurs ont testé donc des portefeuilles, alors soit des portefeuilles avec les meilleures idées de tous les fonds, soit ils ont testé des portefeuilles fictifs où on serait long de la première idée du fonds et vendeur à découvert de toutes les autres, ou des 5 premières, etc. Donc ils ont fait plusieurs méthodes, si vous voulez, pour voir à quel point les premières convictions battent le marché, et la réalité est là, je vous l'ai dit, entre 2,8 et 4,5% de surperformance par an, ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme. Donc une fois qu'on a cette constatation que les meilleures convictions sont des bonnes idées, la deuxième question qui suit, c'est jusqu'où peut-on descendre? Est-ce que la 4e ou la 5e conviction sont toujours bonnes? La première constatation qui peut paraître instinctive mais qui est confirmée par les faits, c'est qu'à chaque fois qu'on descend d'un niveau, la surperformance baisse. Donc en moyenne, la première position, la première conviction, la meilleure idée, c'est celle qui a la meilleure performance. Quand on passe à la 2e, elle est un petit peu moins bonne, la 3e un petit peu moins bonne, etc. etc. Et ce qu'ont constaté les chercheurs, c'est que les positions 1 à 5 apportent vraiment de la valeur. Pour les positions 6 à 10, c'est plus discutable et on se rapproche petit à petit de 0. Ce que nous dit donc cette étude, c'est que les gérants de fonds sont bons en stock picking. Les gérants de fonds, en moyenne, arrivent à trouver des valeurs qui surperforment le marché. Et ça, vous voyez, ça change quand même la donne par rapport aux statistiques dont je vous parlais tout au début, 92% des fonds sous-performent le marché, etc. Non, les meilleures convictions des gérants arrivent vraiment à battre le marché. Et ça, c'est pas forcément la première fois que des études le disent. En fait, il y a déjà des études qui parlaient pas des premières convictions, mais des études qui regardaient les actions qui composaient les portefeuilles des fonds et qui disaient ces actions-là, en moyenne, elles battent le marché. Le problème, et c'est un peu ce que je vous disais au début, le problème des gérants, c'était ensuite les frais et c'était notamment le market timing. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à trouver des bonnes valeurs, mais ils ne les achetaient pas ou les vendaient pas au bon moment. Mais si vous faisiez un portefeuille géré d'une manière différente, il battait le marché. Je ne sais pas si vous voyez un peu où je veux en venir. C'est un peu ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'ils vendent trop tôt, etc. Mais là, je trouve ça d'autant plus intéressant, c'est que les premières valeurs sont vraiment très, très gagnantes par rapport au reste. Donc finalement, la solution, elle est très simple pour les gérants de fonds et peut-être pour vous, mais on en parlera après. Il s'agit juste de réduire le nombre d'actions en portefeuille. Aujourd'hui, 165 en moyenne, je le rappelle, ce qui est énorme. Donc il suffirait juste de passer de 165 à 20 ou 10 ou encore mieux, entre guillemets, 5 pour
pour vraiment avoir cette surperformance qu'on cherche. Alors comment interpréter ça en tant qu'investisseur particulier? Moi je dirais qu'il y a deux choses. Il y a une chose que je fais déjà qui est de regarder les plus fortes convictions de certains fonds que je suis et qui ont la même philosophie que moi, donc typiquement l'investissement de qualité. Mais je regarde aussi des fonds value, des fonds croissance, etc. Donc c'est pas inutile de regarder ce que font les meilleurs gérants parce que dans leur première conviction, il y a vraiment de la surperformance, de l'alpha, comme on dit. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, elle est évidemment sur la constitution de son portefeuille. On peut se dire, mais je dois sûrement avoir le même problème que ces gérants de fonds, c'est-à-dire j'ai un portefeuille de, je sais pas, 15, 20 valeurs, mais finalement, c'est plus pour compléter le portefeuille pour être diversifié, pourquoi pas n'en avoir que 5. Petit rappel sur la diversification. Si vous avez un portefeuille avec une valeur, vraiment vous jouez votre plus forte conviction, vous allez avoir un écart type des rendements, vous allez avoir une volatilité d'environ 45%. Si maintenant vous écoutez le conseil que tout le monde vous dit, y compris moi, c'est-à-dire qu'il faut diversifier et que vous passez de 1 action à 10 actions, la volatilité de votre portefeuille va tomber, on est sur des moyennes bien sûr, la volatilité de votre portefeuille va passer de 45% à 20%. Donc à 10 valeurs, vous baissez déjà énormément la volatilité de votre portefeuille. Ensuite, si vous passez de 10 valeurs à 20 valeurs, la volatilité va passer en moyenne de 20 à 18. Est-ce que pour autant, il faut avoir un portefeuille de 5 valeurs? Je ne le pense pas. Je suis le premier à me dire il faut que j'élimine le risque spécifique. Je ne veux pas me retrouver à un moment avec un Atos, un hors-PA dans le portefeuille et ça peut arriver à tout le monde. Hors-PA, même si vous aviez bien étudié la valeur avant, vous auriez pu vous faire avoir. Donc non, je ne pense pas qu'il faille passer à un portefeuille de 5 valeurs. Mais quelque chose qui, je pense, peut être une bien meilleure idée, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui j'ai un portefeuille, disons, de 15 valeurs. 10 ou 15 valeurs qui sont avec des convictions plus ou moins fortes. Je me concentre sur mes 5, 6 ou 7, on peut dire jusqu'à 10, mais pas au-delà de 10. Je me concentre sur mes 5, 6, 7 convictions les plus fortes. Et plutôt que d'aller chercher une 8e, une 9e, une 10e, une 11e valeur, je mets le reste sur des ETF. Donc, on pourrait se retrouver typiquement avec un portefeuille qui a 5 convictions fortes, qui représentent 30% du portefeuille, et puis le reste, les 70% restants en ETF. Et en faisant ça, je pense qu'on a un peu le meilleur des deux mondes. On a vraiment les convictions qui représentent, mine de rien, peut-être quasiment un tiers du portefeuille qui peut nous faire surperformer le marché. Et plutôt que de s'embêter à suivre des valeurs, avoir des convictions moyennes, à trembler à chaque annonce de résultat parce que comme on n'a pas bien étudié le dossier, comme on est moins convaincu, à pas savoir quoi faire, on élimine tout ça et on sait que pour nos 2 tiers restants, on va suivre le marché au travers des ETF. Alors, est-ce que je vais appliquer ce conseil moi-même? Le problème que j'ai, c'est que j'aime trop chercher des valeurs, il y a trop de valeurs qui me plaisent. Donc pour moi, avoir 5 de conviction, c'est pas possible. Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est moi qui ai souvent entre 25 et 30 positions. Et je sais que c'est trop. Heureusement que j'ai du temps pour suivre tout ça. Je pense effectivement que c'est trop. Donc je vais me forcer, j'ai déjà commencé à le faire, je vais me forcer à vendre toutes mes valeurs dans lesquelles j'ai moins de conviction pour ne plus dépasser 20 titres en portefeuille. Alors peut-être que pour vous, 20 titres, c'est beaucoup. Et attention, je ne concentre pas forcément plus sur mes premières convictions. Enfin, moi, je vais le faire parce qu'avec 20 positions, ça va. Mais typiquement, si vous décidez, vous avez 12 valeurs et vous décidez de passer à 6, je vous conseille à nouveau pas de tout mettre sur ces 6 premières positions, mais plutôt de mettre le reste dans des ETF. Et c'est vraiment peut-être maintenant quelque chose que je vais intégrer vraiment dans ma réflexion, ou quand je parle à des personnes, je trouve que c'est vraiment le modèle idéal, le modèle de je garde peu de valeur, forte conviction pour à peu près 30% du portefeuille ou moins évidemment si vous voulez pas prendre trop de risques, plus aussi évidemment si vous êtes prêt à prendre des risques, et puis le reste dans des ETF. Et ça, je pense vraiment ça nous aide à nous concentrer sur les meilleures convictions. Je sais pas ce que vous pensez de cette étude, moi je trouve ça vraiment sympa, je trouve ça rassurant pour plein de choses. Déjà, ça rassure de savoir que les gérants de fonds sont des bons stock pickers, qu'ils arrivent à trouver des belles boîtes. On se dit ok, il n'y a pas que des gens, que des bras cassés dans le monde de la gestion de fonds. Non, les gérants sont globalement bons, mais ensuite ils ont des biais qu'on peut corriger. Donc ils ont trop de valeur. Si on rajoute à ça le fait de pas faire si on s'empêche de faire du market timing, enfin bon blabla, si on rajoute, sachant qu'on n'a pas de frais, etc. Voilà, c'est vraiment une très très bonne alternative, soit à la gestion passive pure, parce que c'est, il faut l'avouer, quand même très dur pour quelqu'un qui aime l'investissement, et puis l'autre aspect d'investir dans des fonds. Je trouve que là, on a un bon mix. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je mets bien sûr le lien de cette étude dans la description. Elle est vraiment, alors j'allais dire sympa à lire, c'est pas vrai, parce que c'est très mathématique. Hein. Vous lancez pas dedans. Si vous voulez vraiment le cœur du sujet, vous l'avez dans cette vidéo. Si vous êtes vraiment intéressé par le reste, notamment si vous êtes gérant de fonds, je vous conseille de lire l'étude en entier. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Dites-moi évidemment ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre émission.